Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle annuel, donc le cycle de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Mon nom est Martin Blais. Je suis titulaire de la chaire et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir trois personnes qui nous parleront de la santé psychosociale et de la résilience chez les jeunes trans de 14 à 17 ans au Québec. Alors, les trois personnes conférencières sont Julie-Christine Coton, docteur en psychoéducation et professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur les enjeux psychosociaux et les enjeux d'inclusion rencontrés par des personnes avec un vécu de marginalisation, par exemple autochtones, LGBTQIA2S+, et neurodivergentes. Également avec nous, Marc-Antoine Tourville, qui est personne pharmacienne, candidate à la maîtrise, recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse aux impacts des soins transaffirmatifs chez les jeunes personnes trans et non-binaires dans leur trajectoire identitaire, psychosociale et de consommation. Et enfin, Mathé-Manuel Daigneault, une personne transmasculine neuroqueer titulaire d'un baccalauréat en animation et recherche culturelle et d'un programme cours de deuxième cycle en gestion de l'EDI en milieu de travail. Donc, ses intérêts de recherche portent sur les réalités et la représentation des personnes trans et neuroqueer, de même que les initiatives EDI. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Martin, pour l'invitation d'abord, puis pour cette belle introduction. Donc, tu nous as économisé un peu de temps. Tu as fait un super travail pour nous. Je tiens à mentionner les talents techniques de Manu, de Mathé Manuel pour cette diapo-là. Je trouve ça vraiment le fun à regarder. On a essayé d'y aller en échelle de grandeur, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait réussi parce que Marc-Antoine, je pense qu'il y aurait quelques pouces plus haut qu'il faudrait ajouter. Trêve de socialité, ça se dit pas, mais bonjour, je suis vraiment contente d'être là. C'est une journée particulièrement chargée. Ça va me faire du bien de jaser avec vous d'une étude qui nous tient vraiment à cœur. Et moi, j'ai juste envie d'ajouter une petite mention que vous ne serez pas là aujourd'hui si ce n'était pas d'un patient, entre guillemets, très patient trans que j'ai rencontré en pédopsychiatrie en 2017. Donc, moi, avant d'être professeure, j'ai été psychoéducatrice, notamment en centre jeunesse, en pédopsychiatrie. J'ai vu toutes les limites de l'univers institutionnel autour de la santé mentale des jeunes, avec toutes ses forces et ses limites. Et j'ai eu rencontré un premier patient trans et j'ai été en contact très brut et proximal avec sa détresse qui découlait en grande partie du fait que son père avait coupé les ponts en lien avec sa transitude. Et de l'autre côté, j'avais un autre parent qui était en profond deuil par rapport à sa fille. Et puis, à l'époque, en Estrie, il y avait beaucoup moins de ressources qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que quelques mois plus tard, quand je suis entrée en entrevue pour avoir un poste de professeur, ben moi, je leur ai d'emblée annoncé que ma programmation de recherche apporterait sur le bien-être, la santé psychosociale des jeunes trans et l'accès aux services notamment. Donc, merci à cette personne-là. Pour citer la conférence, je vous invite vraiment à utiliser cette façon de faire-là parce que ça permet de visibiliser tout le travail de Sandy Nadeau, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, dans la conception de l'étude notamment et la supervision statistique. Et aujourd'hui, au menu, on veut faire une belle mise en contexte. Il y a Mathé Manuel qui va débuter avec vous, qui va ramener les grandes lignes du contexte sociopolitique. Puis c'est quand même intéressant d'avoir cette mise en contexte-là parce que ça a été un élément déclencheur au rapport de recherche qu'on va vous présenter. Cette présentation-là porte principalement sur ce rapport de recherche-là. On a eu envie de voir, ben, qu'est-ce que les jeunes de moins de 18 ans vivent finalement. Puis c'était un peu comme une façon thérapeutique de faire face à l'adversité qui découlait du comité des sages, entre guillemets, là, j'ai le goût de dire. Donc, tu sais, ça a été pour nous un processus de résilience, je dirais, là. Donc, sans plus tarder, cher Manu, je te laisse la parole.
Merci, Julie-Christine. Donc, oui, voilà. Surtout en tant que personne concernée, le contexte sociopolitique et les avancées et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, on a quand même eu, tu sais, dans la décennie 2010, là, si on veut, principalement, plusieurs avancées pour les personnes trans et non-binaires au Québec. Notamment, si on peut penser à la simplification du processus pour les changements de prénom, mention de sexe, 2013-2015, 2016, ajout d'identité de genre comme motif interdit de discrimination dans les chartes au Québec. 2021, il y avait quand même eu une publication d'un guide pour favoriser l'inclusion en milieu scolaire des jeunes trans et non-binaires, guide qui a été retiré des sites du ministère dans les dernières années, toutefois. Il y avait aussi les lignes directrices des personnes de la diversité sexuelle et des genres des médias sociaux. Puis plus récemment, même si c'est encore un peu bancal, l'ajout du marqueur X sur les papiers d'identité au Québec. Je dis bancal parce que ça a été un long processus juridique avec bien des hauts et des bas. Étant donné que oui, on peut avoir un X sur nos cartes maintenant au Québec, mais on ne peut pas dégenrer notre code de la RAMQ, ce qui fait qu'il laisse la marque de fameux plus 50 pour moi de la dernière mention binaire obtenue, parce que le gouvernement nous dit que c'est celle. Oh, ça coupe. Ça coupe. C'est mon micro qui veut rien savoir. Hein. On a essayé de régler le problème. Je vais faire. En ce moment, c'est mieux, là. Juste les dernières secondes, quand tu t'es rapproché ou tu as touché quelque chose, ça s'est placé. Écoute, j'ai ouvert les paramètres audio. C'est ce que j'ai fait en ce moment. Ok, je vais essayer de le garder sous close d'observation parce que, ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça, on nous laisse la dernière mention de genre du plus 50 ou pas plus 50 là, dans notre mois. En fonction de la dernière mention binaire obtenue, donc une personne trans qui aurait fait un changement, par exemple, de F à M a perdu son plus 50. Et là, si elle demande X, a toujours pas son plus 50, mais le gouvernement nous dit que c'est pour laisser le sexe assigné à la naissance dans le code, ce qui est même pas vrai. Bref, ça, c'est les petites avancées. Je dis, Christine, si tu veux aller sur la suivante. Ben, si Zelda, ton chat te laisse le faire. Merci. Déjà au tournant 2021, ça commençait à se tramer, mais depuis l'automne 2023, ça a vraiment basculé au Québec et un peu partout en Occident. Là, on n'est pas les seuls là-dedans. On a le chef du Parti québécois qui s'oppose à l'enseignement de l'idéologie du genre, autant au primaire, secondaire que récemment, il a même sorti pour les universités, là, à vouloir des commissions publiques sur ce qui est enseigné dans les universités. La CAQ qui met sur pied son comité des sages à l'automne 2023 avec 3 personnes cisgenres qui n'ont jamais travaillé auprès de personnes trans de leur vie. Printemps 2024, un moratoire sur les toilettes neutres qui est décrété dans les écoles. Juin 2024, en fait c'est 2025, j'ai fait une petite coquille dans mon PowerPoint, vous m'excuserez. François Bonnardel, qui était alors ministre de la Santé et de la Sécurité publique, annonce que les personnes trans incarcérées seront désormais placées selon leur anatomie, ce qui est même pas applicable concrètement dans tous les cas, parce que, bon, une personne transmasculine peut avoir une phalloplastie en ayant toujours une cavité vaginale. Je sais même pas, ils vont mettre toutes ces personnes-là, mais c'est une autre histoire. Septembre, donc tout récemment, Jean-François Roberge, ministre responsable de la langue française, qui interdit l'écriture inclusive dans les communications gouvernementales, incluant le pronom YEL pour parler d'une personne qui utilise le pronom YEL comme pronom, et qui prévoit aussi que ses confrères, consoeurs, ministres vont légiférer pour étendre cette interdiction aux écoles, universités, hôpitaux, bref, tout ce qui est public et parapublic. Quand on parle un peu ailleurs en Occident, l'Alberta qui compte invoquer la clause dérogatoire pour faire adopter 3 lois transphobes qui visent particulièrement les jeunes trans et non-binaires, mais pas que. Donc, les 3 volets, il y en a une qui c'est d'interdire aux médecins de fournir au moins de 16 ans des traitements d'affirmation de genre tels que des bloqueurs et de l'hormonothérapie. Celle-ci a une injonction en ce moment, ce n'est pas encore en vigueur. Même si l'Alberta a évidemment interjeté un appel de l'injonction. Il y a aussi la loi qui vise
que les élèves de moins de 16 ans obtiennent le consentement de leurs parents pour changer de nom ou de pronom dans les établissements scolaires. Et pour les jeunes de 16-17 ans, c'est pas besoin du consentement, mais il faut quand même que le parent soit avisé. Celle-ci est en vigueur depuis la plus récente rentrée scolaire. Et aussi une loi qui interdit aux athlètes transgenres de plus de 12 ans et plus de participer à des sports amateurs féminins en Alberta. Ils ont envoyé là, récemment des petits questionnaires dans toutes les équipes sportives et tout ça pour que les parents attestent que leur fille était bien assignée fille à la naissance. Et on veut aller avec la clause dérogatoire là, pour faire accepter ça parce qu'il demande des contestations juridiques en cours pour ces différents projets de loi. Puis, ben, aux États-Unis, ben, je pense que j'apprendrai rien à personne, là, mais l'administration Trump qui multiplie les attaques et décrets visant les droits des personnes LGBTQ+, en fait, selon Trans Legislation, c'est 999 projets de loi anti-trans qui avaient été proposés en 2025 quand j'ai vérifié à la mi-octobre. Donc, il y en a peut-être eu des nouveaux depuis. Ils sont évidemment pas tous devenus des lois, mais 122 sont passés, 235 sont toujours actifs. Il y en a 97 au niveau fédéral. Et ben, il y a aussi les fameux 12 décrets qui visent toutes le DI, les personnes trans dans l'armée, etc. Fait que ça va bien. Et sinon, bon, ben, au cœur de ces débats-là, on va constater, entre autres, on va retrouver l'accompagnement des jeunes trans et non-binaires, dont certaines personnes qui soutiennent que l'affirmation de genre, ça occasionne certaines détransitions. Et là, on n'en pas dans les détransitions, nous, aujourd'hui, mais je vous invite à regarder les travaux de Annie Pauline Sans Façon et de sa chaire de recherche Répar sur les détransitions. Ils viennent encore de partager sur les réseaux sociaux. Donc, On excellent perd propos. encore Mathé On me Manuel. perd. Ouais, je suis Euh, toujours dans OK. l'hésitation. Ah, ben garde, dès que tu t'approches, on dirait qu'il y a de quoi. Là, ça va. OK, Ouais, mais ça fait que le Bluetooth me pogne pas bien. Je vais m'approcher de ma tour. peut-être. Mais reste comme ça, puis OK, lâche pas. On va y arriver. je vais rester proche de ma tour. Je pense que c'est une question de Bluetooth. J'ai un nouvel ordinateur qui est encore un peu. Je comprends. Vous m'excuserez pour ça. Mais donc, plus rapidement et à voix basse, c'est pire. OK, j'ai essayé de ralentir et monter ma voix. OK, bon, les joies de la technologie. Euh, Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi d'autres personnes là, qui vont dire que le gatekeeping instauré pour prévenir les détransitions, justement, soulève des grands enjeux éthiques. Et en fait, ben, les études nous montrent que le gatekeeping ne prévient absolument pas les détransitions. Donc, ça doit être vraiment le Bluetooth de ma tour. Je vais vraiment rester proche de ma tour. Bon. Euh, donc, en ce sens, on a la 8e version là, des standards de soins pour la santé des personnes trans et la diversité de genre du WPATH, qui recommande le passage d'un modèle de gatekeeping à un modèle de consentement éclairé. Mais donc, ça nous amenait, là, qu'est-ce qu'il y en est pour les jeunes mineurs au Québec en ce moment. Julie Christine, je crois que je te repasse la poche à l'instant. Merci beaucoup, Mathé Manuel. Puis vous excuserez, là, j'ai une assistante ici. Là, si je la laisse en dehors de mon bureau, elle va m'y aller très fort. Donc, j'ai toujours un grand dilemme. Finalement, je la laisse me tapoter le visage. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous aimez les chats. Donc, au niveau méthodologique, ce rapport-là, que vous voyez le visuel, il est disponible. La façon la plus facile d'y avoir accès, c'est via ResearchGate. Donc, on est allé sélectionner dans une enquête plus large de 1283 personnes âgées entre 14 et 78 ans. On est allé cibler les 14-17 ans. Donc, l'enquête plus large, c'est un devis séquentiel mixte. Donc, il y a vraiment comme une première portion très quantitative dans le cadre d'un sondage en ligne. Puis après ça, on est allé cibler parmi les participants des personnes pour des groupes de discussion de différents âges, mais aujourd'hui, c'est des données qui sont quantitatives. Donc, pour l'enquête plus large, moyenne de presque 26 ans. Pour l'enquête pour l'enquête actuelle, on avait 239 jeunes qui avaient complété les différentes mesures qui nous intéressent. Donc, pour l'enquête plus large, on avait 5 objectifs. On voulait connaître pour l'enquête chez les 14-17 ans, on avait 5 objectifs. On voulait connaître leurs principales caractéristiques personnelles identitaires. On voulait mieux cerner leur parcours de transition et d'affirmation de leur genre.
on voulait aussi connaître comment ça se passe au niveau de la santé psychosociale. Et finalement, dans des analyses, on voulait aller voir les associations entre les caractéristiques des jeunes et leur santé psychosociale, mais on a fait aussi le même exercice entre les principales caractéristiques des jeunes, par exemple le fait d'être non-binaire, le fait d'être assigné fille, par exemple, on a fait la même chose pour le parcours de transition. Donc, si la personne, par exemple, elle a fait un coming out, est-ce que c'est associé à certains indicateurs de santé psychosociale? Et on a suivi autant que possible le protocole de recherche qui a été élaboré dans le code d'éthique de la recherche du CPAF. On a créé un comité consultatif pour éviter le plus possible d'avoir des angles morts. Le questionnaire était disponible anglais-français via Lime Survey entre avril et décembre 2021. Et le questionnaire était organisé en 3 sections. Donc, premièrement, on allait voir leurs caractéristiques personnelles. Donc, l'identité de genre, les modalités de genre, les parcours de ces jeunes-là au niveau de l'affirmation. Ensuite, on allait sonder toute la qualité de vie, les besoins, les soins et services et la satisfaction par rapport à ces services-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on vous présente, c'est les différents indicateurs de santé physique et psychosociale. Et dans le rapport, on s'est concentré sur les 4 mesures standardisées suivantes. Il y a d'autres mesures, mais les 4 mesures standardisées qu'on a utilisées, c'est pour aller évaluer l'anxiété. Et on allait toujours vérifier en fonction du seuil clinique également. Même chose pour la dépression. Finalement, on est allé chercher 2 échelles de stress minoritaires, étant donné que cette fois-ci, dans le cadre de cette enquête-là, on s'intéressait aux personnes LGBTQ+, donc pas uniquement aux personnes trans non-binaires. On a dû aller chercher une mesure supplémentaire avec l'échelle de TESTA, qui est dédiée uniquement aux personnes trans, mais on l'a adapté pour l'élargir aux personnes à la fois de la diversité de genre et de la diversité sexuelle. Donc voilà, c'est les 4 mesures standardisées qui ont été utilisées. Et là, Marc-Antoine, je te cède la parole pour présenter c'était qui ces jeunes participants-là et participantes. Oui, merci beaucoup, Julie Christine. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, je m'inscris à la fin un peu de ce parcours de recherche-là. Je suis arrivé, puis on était dans les peaufinements là, de la publication du rapport. Là, fait que ça me fait plaisir de pouvoir embarquer un peu dans la diffusion des résultats, mais aussi sur d'autres projets qui vont pouvoir être continués finalement pour mieux comprendre ces réalités-là auprès de nos jeunes trans et non-binaires au Québec. Donc, au niveau du rapport précisément, si on fait un zoom un petit peu plus précis, on voit qu'il y a 239 jeunes de 14 à 17 ans qui s'identifiaient dans le spectre de la diversité de genre. Puis l'âge moyen est environ là, de 15 ans et demi là, environ. Puis la majorité finalement de ces jeunes-là parlaient français. Puis si on fait là, une répartition un peu là, au niveau géographique, là, quand on regarde un petit peu dans les régions administratives du Québec, on voit que la majorité là, viennent essentiellement de Montréal, l'Estrie, Montérégie, la capitale nationale. Mais il y a quand même une bonne répartition. Là, chaque région là, a un peu là, des personnes là, qui sont représentées. Fait que c'est intéressant là, un petit peu dans l'analyse du différent rapport. À la prochaine slide. Au niveau des orientations sexuelles, si on exclut en fait là, le 13% là, de jeunes là, qui étaient en questionnement, on a une donnée intéressante. En fait, là, l'ensemble des autres personnes participantes avaient une orientation sexuelle une orientation non hétérosexuelle. Fait un petit point à souligner ici. Puis, au niveau de la scolarité, ben, vu que c'était des jeunes en 14 et 17 ans, là, majoritairement des personnes qui étaient au niveau secondaire général, donc environ là, le 3/4 là, des personnes là, jeunes étaient à ce niveau de scolarité. Pour ce qui est des origines ethniques, donc ça a été majoritairement des personnes issues d'origine ethnique blanche à 85,4%. Petite mention aussi au niveau du groupe autochtone à 7,9%. Puis le reste là, se répartit un petit peu dans différents autres groupes ethniques. Puis si on prend au niveau du pays de naissance, ben, vu
la recherche qui a été faite au Québec, là, donc la grande majorité des personnes ont été nées au Canada. Le reste ont été répartis là, dans différents pays là, qui sont présentés à l'écran juste ici. Pour ce qui est au niveau de l'identité de genre, le profil est peut-être un petit peu plus varié. On regarde là, au niveau d'une personne qui s'identifie masculin ou principalement masculin, c'est environ un peu moins d'un tiers. Un peu plus d'un tiers vont être non-binaires. Là. Donc, on inclut par là les personnes qui s'identifient comme non-binaires, les personnes avec un genre fluide et les personnes agenres. Puis on a un plus faible pourcentage là, qui s'inscrivent dans la féminité, donc 14,7% là, des personnes qui s'identifient comme femmes ou principalement femmes. Au niveau de l'expression de genre, on a aussi voulu s'intéresser sur comment ils exprimaient leur genre finalement dans le contexte de la vie de tous les jours et aussi en contexte scolaire. Le rapport là, démontrait environ la moitié des personnes qui présentaient une expression de genre qui était binaire au genre présenté. Puis 64 là, jeunes en fait ont affirmé qu'il y avait une variation en fonction du contexte. Donc qu'il y avait une certaine fluidité là, par rapport à leur expression de genre. Finalement, si on regarde les dernières caractéristiques au niveau de la modalité de genre, il y a environ 36,4% des jeunes qui s'identifiaient comme trans. La majorité leur apportait une modalité de genre en dehors de la binarité. Puis 29,7% des jeunes ont indiqué être en questionnement par rapport à leur identité de genre, ce qui fait un peu de sens là, vu leur âge puis la construction identitaire pendant l'adolescence. Si on regarde au niveau du sexe assigné à la naissance, pour faire certains comparatifs, on voit qu'il y a une surreprésentation là, des jeunes qui sont assignés filles à la naissance, soit 90,8%, ce qui peut limiter un peu la généralisation là, des résultats là, par la suite dans l'interprétation. Pour la suite, je te laisse la parole, Julie-Christine. Merci Marc-Antoine. Et là, on va vous présenter les principaux résultats. Pour plus de détails, évidemment, vous pouvez consulter le rapport. Premièrement, au niveau des parcours de transition et d'affirmation, c'était vraiment intéressant d'aller situer ces jeunes-là plus précisément. Puis vous voyez, on a mis en ordre décroissant la réponse en mauve, là, oui, pleinement. Donc, vous pouvez voir de manière décroissante que pour la démarche de transition sociale, ce qui était le plus fréquent comme coming out entier, là, c'était vraiment auprès des amis proches, suivi des membres de la famille proche, suivi de l'école. Et il y en a qui utilisaient des articles d'affirmation de genre. Et c'est quand même intéressant de voir que les membres de la famille élargie puis le public tombent un peu en dernière position du oui pleinement. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les amis proches, les membres de la famille nucléaire et l'école là, sont les contextes dans lesquels les jeunes se sont le plus permis d'exprimer leur genre authentique. Et ça, c'est une donnée vraiment importante. Puis oui, partiellement, vous voyez le jaune le rose pour l'école, il est quand même important. Pour nous, c'est un résultat important à considérer avec tout ce qui se passe comme discussion de est-ce qu'on devrait restreindre ou pas l'expression de genre des jeunes à l'école, notamment les jeunes qui n'ont pas le consentement de leurs parents. Au niveau des démarches de transition légale, encore une fois, on a mis en ordre décroissant de popularité pour le oui. Donc, vous voyez là un peu comment ça se décline dans l'image, dans la figure. Ce qui est intéressant à faire ressortir, c'est que plus de la moitié des jeunes ne prévoyaient pas faire de demande de modification auprès du directeur de l'État civil au moment de l'enquête, du moins. Que ce soit pour la mention de sexe ou leur prénom. Donc, encore une fois, ça nous dit à quel point le volet social semble prioritaire pour ces jeunes-là. Et finalement, au niveau des démarches médicales, c'est très frappant. C'est de manière similaire aux démarches légales. Au moment de l'enquête, du moins, peu de jeunes entrevoyaient de faire des démarches de transition médicale et en guise d'exemple, il y a une proportion de 63,1% qui ne souhaitaient pas bénéficier d'hormonothérapie au moment de l'étude.
Et j'ai beaucoup apprécié, là, d'abord, c'est Mathieu Manuel qui a fait, puis après, avec l'aide de Théo-Rose Fréchette, on a pu mettre ça à l'échelle dans un visuel de la chronologie des âges moyens dans les différents parcours de transition. Puis on voit que l'affirmation sociale de l'identité de genre, elle pouvait survenir plus d'un an après les premiers questionnements identitaires de genre. Donc, d'où l'importance de prendre soin des contextes sociaux. Euh, donc, il y a des jeunes qui, ça paraît probablement qu'il y a des jeunes que ça paraît même pas qui se questionnent, qui sont dans les salles de classe, qui sont dans des lieux publics où il y a des messages transphobes ou contradictoires par rapport à l'inclusion. Et ces jeunes-là, même s'ils ne semblent pas visiblement queer, ben, ils peuvent être directement affectés par ça. Donc, il peut y avoir plus d'un an qui se passe entre les premiers questionnements, puis finalement les premières démarches. Puis ce qui était intéressant, c'est de voir que les démarches sociales venait en premier, suivi des démarches médicales. Majoritairement, c'était de l'hormonothérapie et finalement des démarches plus légales ou administratives. Et l'âge moyen au moment de l'enquête, c'était 15,41 ans en passant. Et ici, on a l'âge moyen dans les parcours de transition selon le sexe assigné à la naissance. On trouvait que ça pouvait être intéressant à démontrer. Donc, les personnes assignées filles à la naissance, on les a mis en rose, tant qu'à être dans les normes sociales de genre. Et les personnes assignées garçons à la naissance, on les a mis en mauve. Donc, on peut observer que la plupart du temps, sauf exception pour la première démarche légale ou admin, euh, les personnes assignées filles à la naissance, ça survient un petit peu plus tôt. Pour plus de détails, on peut en parler plus tard, mais sinon, on en parle un petit peu dans le rapport également. Finalement, on va vous parler de la santé psychosociale maintenant qu'on a présenté un peu qui sont ces jeunes avec Marc-Antoine, leur parcours d'affirmation et de transition. On va rentrer dans le bout un peu plus plate, là, en bon québécois. Tu sais, ça a été quand même perturbant. En même temps, malheureusement, c'était sans surprise. Moi, je ne m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi haut. Là, je ne sais plus, là, je pense, Mathieu-Emmanuel, toi, tu t'y attendais peut-être plus. Mais quand on regarde l'anxiété, donc c'est le GAD-7 qui a été utilisé, donc l'outil de mesure, euh, on voyait qu'au moment de l'enquête, presque 72% des jeunes, donc ça, c'est plus que 7 jeunes sur 10 qui, au moment de l'enquête, dépassaient le seuil clinique d'anxiété. Et puis, il y a des symptômes qui ressortaient plus particulièrement, notamment nervosité, anxiété, le sentiment d'être sous tension. Ça, c'était 54,2% des jeunes qui disaient se sentir comme ça presque tous les jours. Et presque tous les jours, presque 46% des jeunes disaient avoir des inquiétudes excessives à propos de tout et de rien. Donc ça, si je me remets un peu plus dans mes bottines de psychoéducatrice, qui a eu un parcours en pédopsychiatrie comme psychoéducatrice, ben, le résultat qui suit, pour moi, il est quand même cohérent parce que là, vous êtes capable de voir que pour la dépression, c'est encore plus élevé. On a pratiquement 90%, 9 jeunes sur 10 qui, au moment de l'enquête, atteignaient ou dépassaient le seuil clinique de dépression. Et bon, oui, c'est très, très, très préoccupant, mais c'est quand même cohérent parce que c'est sûr que c'est un devis transversal. C'est un seul temps de mesure, mais rapidement, dans la littérature puis dans mon expérience clinique, c'est sûr que quelqu'un qui vit de l'anxiété aussi importante au quotidien, elle est beaucoup plus à risque que d'autres de finir par développer des symptômes dépressifs aussi importants que pour avoir un diagnostic. Et les symptômes qui ressortaient le plus souvent, là, en ordre décroissant, là, presque tous les jours, avec 65% des jeunes se sentir fatigués, avoir peu d'énergie, suivi par 59% des jeunes qui ont de la difficulté à dormir, à s'endormir ou à rester endormis, ou au contraire qui dormaient trop. Et 54% des jeunes, presque tous les jours, avaient une mauvaise perception de soi. Et cette donnée-là est super intéressante parce que
Manuel, tu t'es impliqué dans un autre article qui vient d'être accepté, où est-ce qu'on démontre vraiment les liens avec la satisfaction par rapport à l'apparence et différents indicateurs de bien-être, dont la dépression puis l'anxiété. Et là, on est en train de s'amuser puis d'explorer des liens similaires avec les études de consommation en passant, si ça vous intéresse. Et on s'intéresse à la satisfaction par rapport à l'apparence, mais on y va aussi par rapport à soi un peu plus largement. En ce moment, on est en période intensive statistique, là, on s'amuse, là, mais voilà, revenons à nos moutons. Mais tout ça pour vous dire que 30 des jeunes, presque à tous les jours, avaient soit des idéations suicidaires ou des envies de se faire du mal. Ça, c'est aussi super préoccupant. Et on va poursuivre et probablement qu'on va avoir des hypothèses qui vont ressortir quand on va parler de stress minoritaire. Donc, au niveau des analyses inférentielles, donc analyse inférentielle, grosso modo, c'est on allait voir est-ce qu'il y a des liens entre certaines caractéristiques du parcours de ces jeunes-là et leur santé psychosociale? Premièrement, ce qui est ressorti, c'est que les jeunes qui avaient fait une première démarche légale, plus tard, rapportaient significativement plus de dépression. Donc, les personnes, en d'autres mots, là, les personnes qui dépassaient le seuil clinique de dépression, ils étaient significativement plus âgés comparativement à leurs pairs qui ne dépassaient pas le seuil clinique au moment de l'enquête. Et on a vu quelque chose aussi d'intéressant au niveau de la transition sociale. Les jeunes qui rapportaient ne pas avoir affirmé leur genre en public au moment de l'enquête dépassaient beaucoup plus le seuil clinique à l'échelle d'anxiété comparativement aux jeunes qui avaient entrepris de telles démarches. Et au niveau de la transition médicale, ben, les jeunes qui n'avaient pas entamé d'hormonaux au moment de l'enquête rapportaient significativement moins de victimisation que les pairs qui se questionnaient sur le sujet. Donc, tu sais, un peu comme dans le rapport précédent là, qu'on a publié en 2021, on parle beaucoup des thèses explicatives là, par rapport à ça. Donc, d'une part, les expériences de discrimination puis de victimisation. Victimisation, c'est de subir de la victimisation, que ce soit sexuelle, physique, psychologique, financier, en lien avec son identité minoritaire. Bien, possiblement que ça peut être une variable dans la décision d'entamer ou non de l'hormonothérapie, mais on va y revenir tantôt. Et finalement, on a fait les analyses aussi en lien avec les indices de stress minoritaire et on a vu que parmi les jeunes plus vulnérables à la discrimination quotidienne et aux micro-agressions, il y avait celles dont l'identité de genre était non binaire. Les jeunes aussi qui prévoyaient des démarches légales et qui prévoyaient des démarches médicales. Donc, ces jeunes-là qui prévoyaient des démarches rapportaient plus de discrimination. Donc, peut-être que c'est un moteur dans notre désir de transitionner, par exemple. On va pouvoir discuter, puis n'hésitez pas si vous avez aussi des hypothèses. Et finalement, on a aussi vu que les jeunes qui avaient une identité de genre féminine ou majoritairement féminine ont rapporté significativement moins de discrimination et de microagressions au quotidien que les jeunes non-binaires. Et là, il y avait quand même une hypothèse super intéressante que, Manuel, tu me corrigeras si je ne te cite pas bien, là. Mais rappelez-vous que la majorité de notre échantillon, c'est des personnes assignées filles à la naissance. Donc, possiblement qu'en termes de normes sociales, il y avait quelque chose qui passait, entre guillemets, mieux. On va y revenir plus tard aussi lors de la discussion. Et les jeunes qui prévoient modifier leur prénom auprès du directeur de l'État civil rapportaient plus de discrimination que les jeunes qui n'en prévoyaient pas. Donc, on est capable de voir un peu plus en détail. Et les jeunes qui prévoient une chirurgie de la poitrine ou du thorax ont rapporté plus de discrimination que les jeunes qui n'en désiraient pas. Donc, encore une fois, peut-être que c'est lié avec le désir d'éviter, par exemple, la discrimination.
Et Mathé Manuel, je te passe la POC comme on dit. Donc, vous voyez, là, on va y aller d'une manière un peu plus résumée pour la section de Mathé Manuel. C'est pour ça que vous pouvez voir en petits caractères en bas les données stats par rapport à chacune des affirmations. Mais je te passe officiellement la POC, Manu. Merci. Puis là, on fait le test. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai plugué des écouteurs filaires. Je suis retourné aux vieilles technologies pendant que c'était pas moi qui parlais. Merveilleux. Ben, on va y aller comme ça. Donc, voilà, en termes de santé psychosociale et donc de stress minoritaire interne dans un premier temps, en fait, ben, parmi les jeunes qui se sont retrouvés là, les plus vulnérables à la stigmatisation intériorisée, il y avait les jeunes qui se sont identifiés comme étant des personnes racisées. Donc, non blanches, peu importe quelle communauté dans celle que Marc-Antoine nous a présentée précédemment. Soit celles aussi qui souhaitaient effectuer des changements administratifs à leur école, donc ceux qui étaient comme le non, mais je prévois le faire. Là. Donc, ils ne l'avaient pas encore fait, mais qui planifiaient le faire. Celles qui ne savaient pas si elles souhaitaient entreprendre des démarches administratives auprès d'autres organismes. Là, on parle d'organismes communautaires, équipes sportives, bibliothèques, etc. Là, tout ce qui n'est pas l'école dans les faits pour cette catégorie-là. Celles qui prévoyaient entreprendre un traitement de monothérapie, donc encore là, ceux qui avaient répondu non, mais prévoient le faire. Et ceux qui prévoyaient une chirurgie de la poitrine ou du thorax. Bon, considérant qu'on avait une très grande surreprésentation de jeunes assignés à la naissance, on peut présumer que ça s'agissait davantage de mastectomie que, par exemple, de chirurgie de la voix ou de la pomme d'Adam, qui était clairement dans la même catégorie parce que c'est comme sensiblement la même hauteur de corps. Mais donc, puisqu'on est chez les jeunes, de un, ça explique pourquoi ils l'ont pas nécessairement eu. La mastectomie est disponible techniquement à partir de 16 ans au Québec, mais encore là, il y a des délais. Puisque c'est majoritairement là, c'est ça, des jeunes assignés filles, ça pourrait expliquer pourquoi ça serait davantage de cette chirurgie-là qui ressort. Prochaine diapo, s'il te plaît. Ou Zelda, je ne sais pas c'est qui clique sur Next. En termes de l'anticipation du rejet, donc les jeunes personnes les plus vulnérables étaient celles qui ne savaient pas si elles souhaitaient entreprendre des démarches de changement de prénom auprès du directeur de l'État civil et celles qui ne savaient pas si elles souhaitaient entreprendre un traitement d'hormonothérapie. Ce qui peut faire du sens aussi, là, justement, sur le ben, si on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut faire, on peut avoir peur que si on fait quelque chose, on va vivre du rejet. Ça faisait du sens là, pour nous en analysant ces données. Prochaine. Merci. Donc, sur le point de vue de la résilience des jeunes, ben, le sentiment d'appartenance communautaire des jeunes semble particulièrement associé à leur âge. Donc, plus que les jeunes étaient âgés, plus le sentiment d'appartenance communautaire était élevé. Ce qui va avec ben, l'adolescence, s'émanciper de la famille, davantage trouver sa communauté. Ça fait du sens là, sur ce plan. Et on avait aussi une corrélation modérée qui a été répertoriée en ce sens sur le plan des démarches de transition légale ou administrative. Donc, plus l'âge des jeunes est élevé au moment de leur première démarche administrative, plus leur sentiment d'appartenance communautaire est fort. Donc, qu'est-ce qui influence quoi? C'est dur à dire, c'est une corrélation. On ne pas des Trump et le Tylenol et l'autisme aujourd'hui, mais non, mais en termes de corrélation douteuse, là, bon, en tout cas. Mais donc, voilà. Sur le plan de toujours de la résilience, ben, la fierté des jeunes semble particulièrement associée à leur parcours de transition, plus particulièrement aux démarches administratives. Donc, parmi les jeunes qui se rapportaient le plus de fierté, ben, c'était ceux qui avaient entrepris soit des démarches administratives à l'école ou qui prévoyaient le faire, ceux qui avaient fait des démarches administratives au travail, bon, évidemment pour les jeunes qui avaient un emploi. On se rappelle qu'on est dans des 14-17 ans, donc c'est pas la majorité là, qui travaillait. Ceux qui avaient entrepris des démarches administratives auprès d'autres organismes. Donc, s'affirmer administrativement, c'était considéré en lien là, avec la fierté, c'était assez présent. Merci, merci Je repasse la Mathé-Manuel. Merci. C'est des données super importantes avec toutes les discussions actuellement entourant l'expression libre et authentique du genre.
en conclusion, là, je vais essayer d'accélérer légèrement sans vous étourdir parce que je veux que Marc-Antoine ait le temps de bien décliner nos recommandations. Puis au besoin, tu iras cibler l'essentiel, Marc-Antoine. Mais ici, on veut juste rappeler la prévalence importante des jeunes qui atteignaient ou dépassaient les seuils cliniques de dépression ou d'anxiété. Oui, oui, l'enquête a eu lieu après la pandémie, mais en même temps, ces jeunes-là, les jeunes trans et non-binaires pourraient avoir été plus impactés que leurs pairs cisgenres. Du moins, c'est ce que certains travaux suggèrent aux États-Unis, voire au Canada. Et transitionner, ça semble un levier clé de résilience. Puis, on a pu voir que les principaux contextes qui avaient l'air d'être importants, du moins pour les jeunes, où ils se sentaient possiblement plus en sécurité, c'est les amis proches, famille rapprochée, l'école. Et rappelez-vous que les jeunes qui avaient entrepris une première démarche de transition légale ou médicale plus tardivement rapportaient plus de symptômes dépressifs. Donc, c'est sûr que nous, on a moins des éléments, on a beaucoup plus d'éléments concrets qui sont sortis au niveau de la transition sociale dans le cadre du rapport. Mais il reste que cette donnée-là est quand même intéressante à garder en tête que les jeunes qui avaient fait une première démarche légale ou médicale plus tard rapportaient plus de symptômes dépressifs. Il y a quand même des hypothèses qu'on pourrait lancer, mais en restant prudent que c'est un seul temps de mesure. Ensuite, mais une chose est sûre, notre rapport, c'est assez évident là, que la transition sociale, elle est une base importante pour nos jeunes. Le stress minoritaire et la transition, on dirait qu'il y a des dynamiques croisées. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport à la visibilité trans ou à l'invisibilité dans les expériences discriminatoires. Je pense que je suis un peu fatiguée, peut-être je l'ai mal formulé tantôt, mais je porte à votre attention que les jeunes qui rapportaient le moins de victimisation, ils n'avaient pas entrepris d'hormonothérapie. Et comme on l'a vu dans le rapport de 2021, puis dans un autre article, je ne suis plus certaine, désolée si c'est dans le rapport ou dans l'article, mais on démontre à quel point la transition, ça peut aider à être plus satisfait de notre vie, ça diminue notre détresse psychologique, mais en contrepartie, ça peut nous exposer à plus de discrimination. Donc là, à un moment donné, est-ce que les jeunes se retrouvent dans une situation semblable? C'est une possibilité. Et aussi, les jeunes qui rapportaient beaucoup plus de discrimination prévoyaient modifier leur prénom ou encore une chirurgie davantage que les autres jeunes. Donc, possiblement aussi, la discrimination est un moteur, d'autre part, d'aller de l'avant dans des démarches. Et finalement, un élément intéressant, c'est que les jeunes qui rapportaient le plus de stigma intériorisé, donc de honte par rapport à leur identité, ils étaient plus nombreux à prévoir des changements admin à l'école, d'hormonothérapie ou de chirurgie de la poitrine. Et finalement, désolé, il y a un petit bug technique. OK, les intersectionnalités, c'est sûr qu'en toute humilité, notre étude, on n'a pas été voir de fond en comble autant qu'on aurait pu les intersectionnalités, mais quand même, on a pu voir que l'identité de genre féminine, majoritairement féminine, était associée à significativement moins d'expériences discriminatoires. On a pu voir que les jeunes racisés rapportaient beaucoup plus de stigmatisation intériorisée que leurs pères blanches. Donc, c'est quand même vraiment intéressant, mais il faut se rappeler qu'on a 90,8% des jeunes qui étaient assignés filles à la naissance. Donc, c'est possible d'assumer que leur expression de genre se rapprochait plus de ce qui est attendu socialement. Et Marc-Antoine, je te donne avec grand plaisir la parole avec les recommandations. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est important là, de nommer là, qu'en recherche, quand on joue avec des données humaines, c'est des données qui sont très précieuses, qui sont très sensibles, surtout quand on parle de contexte de population marginalisée, encore plus des jeunes de 14 à 17 ans qui sont trans et non-binaires. Donc, pour nous, c'était vraiment important là, d'émettre des recommandations qui sont en ligne avec les directives ministérielles. Pour la première, en fait, qui est de faciliter l'exploration et l'expression de genre dans différents contextes, notamment le milieu scolaire, puis être exempt finalement de discrimination. Comme le rapport le démontre, les démarches en fait de transition sociale et administrative, notamment au milieu scolaire, ont une place importante dans le souhait et la résilience des jeunes.
Comme vous doutez sûrement, là, les normes binaires et cisnormatives là, sont présentes là, partout dans notre société, puis dans les milieux d'enseignement, ça ne fait pas exception. Donc, restreindre finalement l'expression de genre des jeunes dans leur environnement de vie ne peut qu'amplifier finalement leur détresse psychologique, en plus de nuire à leur persévérance puis à leur réussite scolaire. Donc, une des solutions qui est possible, c'est d'intervenir directement, mais aussi de manière systématique dans les différentes formes de discrimination là, qui peuvent être exposées dans les milieux scolaires. Puis, ça permettrait finalement aux jeunes de se questionner sans discrimination, d'exprimer librement là, leur expression de genre sans crainte de représailles, tenter des choses finalement, là, même si au final on revient à une identité cisgenre, ben, d'avoir quand même tenté sans représailles, c'est quand même quelque chose de très important. Puis ultimement de favoriser une santé mentale positive. Pour ce qui est de la deuxième recommandation, on veut aussi mettre en lumière l'accès à des démarches de transition légale et médicale. Donc, il ne faut pas les oublier non plus, ces démarches-là, dans un contexte là, des parcours de transition. Donc, dans le rapport, l'hormonothérapie semblait avoir un effet positif là, sur le stress minoritaire de certains jeunes qui l'avaient amorcé. Puis, il y a des études là, de plus grande envergure là, qui démontrent là, des corrélations intéressante, là, notamment avec le fait que si on veut commencer de l'hormonothérapie et on l'a commencé, ben, ça a un impact finalement sur les taux de dépression puis sur la diminution du risque suicidaire versus les pères là, finalement qui souhaitaient avoir de l'hormonothérapie mais qui n'en ont pas eu. Donc, c'est sans nécessairement dire que c'est représentatif et calqué là, de la population québécoise, des jeunes trans et non-binaires. Il y a quand même le principe de l'autodétermination dans les soins qui sont importants quand on parle de transitude. Puis, fait qu'au final, de faciliter finalement le processus décisionnel et éclairer de manière autonome, qui peut dans le fond, de ne pas influencer finalement le parcours, que ce soit positif ou négatif, mais de vraiment laisser la place aux jeunes d'explorer son identité. Puis cette posture-là est recommandée là, par plusieurs guides et soins de soins trans. Au niveau de la troisième, le rapport démontre une grande vulnérabilité psychologique chez les jeunes, notamment celles et ceux là, qui étaient en questionnement sur le fait d'entreprendre ou non certaines démarches de transition, ce qui était relié peut-être plus au stress minoritaire. Donc, des recommandations là, c'est de s'aligner finalement avec différentes réglementations gouvernementales, soit de rendre accessibles des endroits inclusifs et sécuritaires, d'avoir un langage qui est inclusif, puis de faciliter finalement l'autodétermination dans les soins, donc ce qui oppose à la recommandation 3 là, sur l'accès des soins. Pour le 4, ben, comme Julie-Christine l'a mentionné là, brièvement, l'intersectionnalité de ces différentes réalités-là doivent être prises en considération. Pas seulement nécessairement dans la recherche, mais aussi dans les interventions qui sont prises. Quand on regarde le rapport, on voit que les jeunes non-binaires avaient plus de discrimination, puis plus de microagressions, puis les jeunes racisés avaient plus de stigmatisation intériorisée. Mais comment qu'on fait finalement pour bien intervenir auprès d'une personne qui présente des identités multiples et qui sont issus là, des groupes marginaux? Donc, c'est important là, de le garder puis de les considérer. Puis une des manières, en fait, les plus simples, c'est d'inclure cette sensibilisation-là dès le début de la formation initiale des personnes intervenantes, des personnes du réseau de soutien de la santé. Donc, pour finalement là, avoir un meilleur impact sur ce cumul là, de stress minoritaire. Cinquième, adopter une perspective systémique et longitudinale. Quand on parle de systémique, c'est de tenir en compte au-delà de l'individu et de sa santé psychosociale, mais aussi le contexte. Emmanuel en a parlé longuement, là, donc c'est de le tenir en compte finalement dans l'interprétation des différentes études, mais aussi de considérer de manière longitudinale comment ces personnes-là évoluent dans un contexte finalement qui est dynamique puis qui va avoir un impact. C'est d'ailleurs aussi là, dans lequel je m'inscris dans mon parcours de maîtrise où on va analyser l'impact de l'hormonothérapie sur 5 ans en tenant compte aussi de ce contexte-là. Et finalement, la dernière, ben, le discours médiatique, comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs discours là, qui déforment les propos des réalités trans avec le vocabulaire qui est utilisé, mais aussi avec la désinformation qui est instrumentalisée finalement par certains partis pour limiter finalement l'accès ou justifier cette limitation-là de l'accès de l'hormonothérapie et des soins transaffirmatifs. Plus récemment, là, on parle beaucoup de détransition. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de mettre des données probantes finalement pour rectifier un peu le tir là, sur ce qui a été utilisé.
notamment à mauvais escient là, pour les réalités des personnes trans. Parce que oui, on parle de les transitions, mais ça a aussi un impact sur les personnes qui ont transitionné et qui sont satisfaites de leur transition. Donc, s'attaquer d'une manière ou d'une autre, c'est s'attaquer aussi aux personnes trans. Donc, de recentrer ce discours-là avec des données probantes, ça va avoir un impact positif. Puis le fait d'avoir participé finalement à cette conférence-là, ben, vous participez au discours positif là, finalement en mettant des données probantes de l'avant pour contrer ces discours-là médiatiques et politiques qui peuvent nuire à la santé trans. Un gros merci, Marc-Antoine. C'est vraiment intéressant. Euh, les limites, rapidement, notre étude retenait qu'un devis transversal avec un seul temps de mesure, c'est intéressant, mais ça a ses limites. Donc, plus il y aura de suivis longitudinaux de ces jeunes-là, mieux ce sera. Plus les échantillons vont être grands, mieux ce sera. Et plus il y aura des devis mixtes ou qualitatifs, mieux ce sera également. C'est entre autres pourquoi on est allé cibler les groupes de discussion qui ciblaient les jeunes. On a aussi été chercher un groupe de discussion de parents, puis je vous présente en grande primeur une œuvre qui a été créée par Axel, un artiste qu'on aime beaucoup, là, Axel et ses exubérances, dans le cadre d'une autre étude, où est-ce que dans ce sens-là, on voulait vraiment aller voir bien, sur le plan qualitatif, comment ça se passe chez ces jeunes-là. Donc, c'est une œuvre très, très touchante. Volontairement, je ne l'ai pas mis totalement au complet parce elle va être publiée éventuellement. Euh, mais c'est vraiment un article qui s'intéresse à la recherche d'informations et de soutien chez les jeunes trans et leurs parents. Puis on a vu tout l'impact des enjeux d'inclusion, d'acceptation, l'importance des alliés, ça ressortait fortement. Donc, toute la nécessité des environnements sécuritaires également. J'en dis pas plus, mais restez branchés sur la page Facebook du Labo Inclusif. Vous allez voir ça passer éventuellement. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous. Voilà.